Vous écoutez Sans détour, le podcast de Géninem, avec le soutien de notre parrain, Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent, sans détour, leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Nous recevons aujourd'hui Étienne Friedli, ingénieur software de formation qui a cofondé Tayo en 2017. Tayo, c'est quoi ? C'est la plateforme digitale qui connecte le locataire, gérant, les entreprises de services, les concierges et les propriétaires immobiliers, dont le but est de simplifier les interactions. Étienne a réussi 2 paris assez extraordinaires pour notre région lémanique, à savoir d'une part, il a réalisé 4 levées de fonds en 4 ans, et d'autre part, il digitalise via sa plateforme une industrie pas vraiment reconnue pour sa volonté d'innover. On parle bien sûr d'immobilier. Nous allons découvrir en l'écoutant quel est le chemin à parcourir quand on est first mover sur ce type de marché et quels sont les enjeux d'une croissance aussi rapide. On parle investisseurs, effet de réseau, intelligence collective, mais également sérendipité. Bonjour Étienne, ravi de t'accueillir. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Moi, c'est Étienne, ingénieur de formation dans le software tout de suite, qui n'a exercé que dans le software. J'ai commencé dans les ressources humaines, puis après dans l'éducation, les écoles hôtelières, puis l'IMD, puis une start-up dans le big data. Et puis après, au moment où je devais faire ma thèse de mon executive MBA, j'ai réfléchi, existe-t-il de la place pour quelque chose comme Tayo? Et quand on arrive à la conclusion que oui, il y a eu de la place, et ben on a fait Tayo, et donc on a commencé Tayo en 2017. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Tayo, c'est quoi ? Tayo, c'est une plateforme digitale qui connecte locataires, gérants, entreprises de services, concierges et propriétaires, qui permet par exemple au locataire de dire le samedi soir « tiens, j'ai une vitre cassée », et qu'après toute la chaîne de contact qui va devoir être mobilisée pour qu'on arrive à remplacer cette vitre puisse le faire sur des moyens modernes, donc la plateforme Tayo, plutôt que post-it, fax, téléphone, moyens traditionnels et qui sont assez inefficaces et qui permettent pas aux parties prenantes de bien se parler. Nous, on a un petit peu un forum pour l'immobilier, quoi. Le business model, tu peux nous en dire 2 mots ? Quand j'ai 50 appartements actifs en gérance et que je suis une gérance immobilière ou un property manager ou directement un propriétaire immobilier qui fait sa propre gérance, et ben je vais payer pour ces 50 objets actifs. Plus j'ai d'objets, plus je vais payer. Moins j'ai d'objets, moins je vais payer. Et aujourd'hui, en termes de développement, tu peux nous raconter un petit peu où vous en êtes ? Alors aujourd'hui, on a 35 clients. On a à peu près 175 000 objets locatifs, donc que ce soit des appartements, des places de parc, des caves, etc. C'est très concret. On a un volume de tickets qui est à peu près 200 000 tickets déclarés par an, à peu près autant d'interventions, puisqu'à chaque fois qu'on a une vitre cassée, à chaque fois on va envoyer quelqu'un. Et donc on a environ 4000 entreprises de services actives en ce moment sur la plateforme, plombiers, électriciens, chauffagistes, serruriers, carreleurs, tous les corps de métier dans l'immobilier. On n'active que sur la partie maintenance, rénovation, pas sur la construction, mais par contre, dès que l'immeuble il est livré et puis qu'il commence sa vie, c'est là que Tayo arrive. C'est la première fois que tu as entrepris, Tayo ? C'est la première fois, toute première fois. Et pourquoi tu as décidé d'entreprendre ? Parce que j'ai pas trouvé de bonne raison de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'au moment où j'écrivais ma thèse, qui devait avoir une vision entrepreneuriale qui était quelque chose, un projet innovant ou un projet carrément de start-up, il s'est trouvé que j'ai croisé mon futur associé, Claude. Il me parlait de son problème et puis on s'est dit ok, alors prenons-le comme thèse. Et puis, j'ai écrit cette thèse. Et donc, dans la thèse, j'ai fait des listes et des listes d'hypothèses qu'on devait faire. Voilà, c'est un travail académique, quoi. Et puis, est-ce que cette industrie est prête, etc. Et puis, à la fin, on arrive à la conclusion qu'on ne voyait pas, en termes de marché, en termes de technologie qu'il allait falloir mobiliser, en termes de ressources, etc. On ne voyait pas bonne raison de ne pas le faire, si ce n'est qu'on avait peur de le faire éventuellement. Et puis, comme il s'est avéré qu'on a choisi de ne pas avoir peur de le faire, on a commencé à le faire. On aime bien le dire comme ça chez Tayo, mais c'est drôle parce qu'effectivement, on est passé par cette phase de 6 mois où on a fait un papier académique qui a été validé comme étant un bon papier. C'était très bien, c'était génial, mais ça avait peu de
peu de réalité entrepreneuriale, mine de rien. Et après, il a fallu sauter dans le vide et puis construire l'avion pendant qu'on est dans le vide, quoi, comme disent beaucoup d'entrepreneurs. Et là, donc, la première chose que vous faites, c'est quoi? Au préalable, on avait réuni un cortège de property managers genevois à qui on avait demandé est-ce que, tiens, c'est une bonne idée? Ça faisait partie du travail de thèse, etc. Et puis là, voilà, on décide de se lancer et donc de couper les ponts aussi avec d'autres sources de revenus, parce que je pense que si on se lance franchement en tant qu'entrepreneur, du coup, il faut arrêter les autres projets en général. Après, il y en a qui arrivent à le faire en étant à mi-temps, hein, mais moi, c'est vraiment pas mon cas. Moi, je suis un petit peu monofocus. On commence. Et puis, on s'est dit, OK, on commence, c'était juin 2017. D'ici septembre, on veut un MVP. Comme beaucoup de startups dans le software, on va faire ce MVP. Et puis, en septembre, on va avoir trouvé un premier client pour le faire. Et puis, pour l'instant, c'est pas forcément risqué puisqu'on se dit, OK, on va donner 6 mois. On a incorporé une société anonyme, une SA. Mais si vraiment ça ne marche pas et qu'il n'y a aucun client qui va marcher, on n'ira pas plus loin. Et donc, au bout de 3 mois, on a bâti ce MVP, puis on allait essayer de trouver des clients pour les recruter. Le monde de l'immobilier n'est pas forcément connu pour être très digitalisé et encore moins enclin à se digitaliser. C'était quoi l'accueil qu'on vous a réservé? L'accueil, en général, est très réticent quand on n'a encore rien montré. Alors vraiment très réticent, hein. C'est-à-dire, oh là là, attention, on va parler de digital, alors qu'ici on est une gérance immobilière, on aime bien le papier, et puis on a des cardex de papier à n'en plus finir, pour ceux qui auraient déjà vu l'intérieur d'une gérance, ou en tout cas de pas mal de gérances. Et puis après, on montre notre produit, et même à ce stade de MVP qu'on avait au tout début, on montre, regardez, en fait, un locataire peut travailler pour vous en self-service. Et même, effectivement, il y a 4 ans, on avait déjà compris, ça fait partie de notre message, que c'est une recette acceptée beaucoup d'autres industries, c'est-à-dire le banquier, l'assureur, les transports, les médias, etc. Je peux tout déclarer en ligne, et puis quand j'ai envie de connaître le solde de mon compte, je n'ai pas besoin de téléphoner au banquier. Et donc en prenant ce parallèle et en se disant, voilà, cette industrie doit se moderniser, là, l'accueil en général, il est favorable à une intention de vouloir au futur se moderniser, et après, entre une intention future acceptée entre les parties et un pas dans le présent, là, il y a une énorme différence, comme dans beaucoup de projets entrepreneuriaux, je pense. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une grande différence, et donc après, comme toujours, je pense, il faut trouver les early adopters qui sont d'accord de faire ce pas qui leur paraît risqué au début. Et puis après, soit on a prouvé avec ces early adopters que ça valait la peine de continuer, soit ça s'arrête. Nous, on a la chance que ça continue. Et aujourd'hui, donc, tu nous disais, il y a plusieurs centaines de milliers de locataires qui sont sur votre plateforme. L'appréhension du marché, en tout cas des professionnels de l'immobilier, elle est toujours là ou aujourd'hui c'est que des portes ouvertes? Elle est toujours là. Je pense que ça fait partie, si on le veut le dire un peu académiquement, de l'adoption curve, c'est-à-dire qu'au début, je vais avoir les early adopters et qu'eux, ils sont très convaincus aujourd'hui de Taillot. Et puis après, il faut aller chercher ceux qui ne sont pas encore convaincus. Et l'immobilier est une industrie de la pierre, parfois un petit peu à l'âge de pierre, c'est un peu caricatural, mais clairement, il y a de la réticence dans le ventre mou du panier, quoi, on va dire ça comme ça. Donc oui, la réticence est toujours là. De plus en plus, l'ensemble des parties commencent à se rendre compte qu'on ne veut plus travailler au papier, si je caricature, et que du coup, il faut y aller. Et puis après, est-ce qu'il faut y aller avec nous ou avec d'autres? Nous, on aime bien déclencher une intention d'y aller, que ce soit avec nous ou avec d'autres, parce que le marché est tellement grand que de toute façon, si ça se fait avec d'autres, ça ne peut que acter sur ce marché qu'on doit bouger, quoi. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui, la gérance immobilière gagne encore beaucoup d'argent sans réinventer son modèle. Donc c'est uniquement ceux qui soit sont en stress financier aujourd'hui, soit ont compris qu'ils pourraient être en stress financier demain, soit sont en train de traverser des crises de croissance, qui ont besoin de s'organiser, soit ont vraiment acté que le digital était important pour eux. C'est les clients là qu'on peut avoir maintenant. Et puis après, voilà, comme d'habitude, il y a l'adoption curve, où après, on aura peut-être des clients qui sont très matures, et que là, ce sera peut-être plus facile de leur vendre, mais on sera aussi
parmi plein de compétiteurs probablement. Et justement, parmi tes compétiteurs, tu les vois plutôt du côté des autres plateformes actives dans le PropTech ou plutôt du côté des softwares? On a 3 compétiteurs. Le premier, c'est quand notre client de grande taille a fait sa propre plateforme. Là, il y en a qui ont les moyens pour investir 3 millions par an et puis faire quelque chose comme Tayo. Le deuxième, c'est des PropTech ou autres logiciels. Ce qu'il y a de différent entre un client qui le ferait pour lui-même et une PropTech qui le ferait pour le marché, c'est qu'un client qui le fait pour lui-même, souvent, il a un peu des passe-droits financiers, on va dire, alors qu'une PropTech, elle est en train de prouver, ah ben voilà, j'ai réussi à convaincre des investisseurs, j'ai réussi à convaincre des clients, et puis 2 ans après, où je suis. Donc nous, on aime bien parler en bien de nos compétiteurs, en trouver des bons, et puis faire en sorte que ça nous tire collégialement vers le haut. Je pense que ça, c'est aussi récurrent en Suisse, et moi j'aime bien la Suisse pour ça. Et puis, troisième compétiteur, qui est en fait le plus gros, c'est l'inaction aujourd'hui, parce qu'on est first mover pour énormément de sujets et que du coup, on se heurte face à quelqu'un qui n'a pas encore envie de bouger et qui nous regarde et qui n'est pas habitué à changer. Tayo, vous avez dû convaincre des investisseurs? Déjà nous-mêmes, hein. La première investisseur, c'est nous-mêmes. Puis c'est assez bizarre d'avoir un contrat de travail bien rémunéré avant. Et puis tout d'un coup, on va faire une société anonyme, on va mettre de l'argent dedans et puis on n'a pas encore de clients. Et puis on a le choix de se payer ou de ne pas se payer. Dans les 2 cas, il y a un problème, puisque si on se paye, on est en train de prendre des charges sociales sur l'argent qu'on avait apporté nous-mêmes. Et puis si on ne se paye pas, on est en train de fabriquer une entreprise qui est une fabrication qui est très virtuelle, quoi, puisque en fait, bien sûr qu'on peut faire marcher une start-up si elle paye 0 en salaire à tout le monde, quoi. On doit déjà se convaincre nous-mêmes de quel premier pas qu'on va faire. Nous, très vite, on a voulu se payer les stagiaires, etc. On ne croit pas dans le 0 franc. Soit ça a de la valeur, soit ça n'a pas de valeur. Si ça n'a pas de valeur, ça ne devrait pas être payé. Si ça a de la valeur, par définition, on devrait pouvoir le payer. Et puis après, vu l'ambition qu'on avait, nos fonds ne suffisaient pas, de loin pas. Et donc là, soit on arrive à grandir organiquement avec nos clients, ce qui n'a pas non plus été notre cas, soit on arrive à convaincre des investisseurs, ce qui était depuis le départ en fait l'idée, c'était de monter un MVP, de se rendre compte avec quelques clients témoins que ça a l'air de marcher, et puis après de se dire, OK, maintenant, si on veut le faire à une échelle large, alors comment est-ce qu'on va fonctionner, et puis comment est-ce qu'on va s'organiser, et puis si on est sûr qu'on est sur une pente de croissance qui est démontrable à un investisseur, et lui dire, OK, pour accélérer encore un petit peu cette croissance, il y aurait lieu de mettre des fonds. Est-ce qu'on est d'accord ensemble sur les paramètres de la levée de fonds? On en a fait 4 chez Tayo, et puis jusqu'ici, on a été d'accord 4 fois, du coup, c'est ce que ça veut dire. Et ça s'est très bien passé. Il y a énormément de dangers, énormément de risques, énormément d'enjeux. J'ai croisé pas mal de monde dans ma vie avant, où toute une partie de ma famille est entrepreneur. Je connais beaucoup d'entrepreneurs. J'ai croisé pas mal de monde que je pense que, si je caricature, je divise en 2 catégories. C'est très caricatural, on pourrait être un peu plus fin que ça, mais il y en a qui sont seuls et il y en a qui sont ensemble. Et quand tu dis ensemble, c'est avec des investisseurs? C'est soit il y a plus qu'un entrepreneur, mais ça peut être des associés depuis le départ, et des investisseurs aussi, mais il y a une certaine proximité dans la collégialité, on va dire ça. Soit il est vraiment tout seul, et puis là, il a fait souvent une PME, il ou elle, bien sûr, et voilà, c'est souvent une PME qui marche bien, etc. Mais ça peine en général à décoller parce qu'il y a peu de partage des responsabilités, il y a une intelligence plutôt individuelle plutôt qu'une intelligence collective. Et nous, on s'est servi entre associés et avec les investisseurs de nos différences pour créer de l'intelligence collective. Et on est allé chercher des investisseurs et des associés qui aient des points de vue divergents, par exemple au mien, clairement, pour qu'on puisse ensemble se dire, voilà, comment est-ce qu'on va stresser ce business au niveau du business plan, au niveau des hypothèses, etc. Et qu'on arrive à pas prendre pour argent comptant la parole d'une personne, par exemple la mienne, qui est l'entrepreneur enthousiaste, qui est super enthousiaste, ça se passe bien, et toi, regardez, ça va être bien. C'est bien d'amener un petit peu de débat dans ce discours-là. Et je pense qu'on a beaucoup grandi dans notre compréhension de l'entreprise qu'on était en train de faire, en conversant avec un investisseur
ou avec un client, les deux à part égale, pour être sûr qu'on avait la bonne vision et pour être sûr que de ce qu'on voulait, ou par exemple, une fois que la start-up peut avoir un certain succès, il y a pas mal d'investisseurs qui peuvent se presser à sa porte. Et de nouveau, comme je disais, il y a des enjeux qui peuvent être assez larges. Il faut choisir, et le fait de choisir permet du coup de solidifier un petit peu l'entreprise sur ce qu'elle a envie, pas forcément, pas forcément uniquement, et même je dirais peu, parce qu'en Suisse on a du capital qui est prêt si on a les bons arguments, je pense. Donc c'est peu sur les sujets de exactement combien de francs, mais ça va plutôt être ce que certains appellent un peu le smart money, ou ce que moi je qualifierais de quelle intelligence collective je crée dans l'entreprise en général, que ce soit ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs, etc. Alors c'est intéressant parce que chez Zinem, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs aussi qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à lever des fonds. Et toi, tu nous dis qu'en Suisse, on trouve du capital à condition d'avoir des bons arguments. C'est quoi ces bons arguments ? C'est vrai que je raccourcis peut-être un processus qui est quand même très compliqué, et que je pense que le premier, c'est la chance positive. C'est mon mot préféré dans la langue anglaise, serendipity. C'est de se dire, est-ce que j'arrive à cultiver la chance positive ? Et qu'on ne va pas avoir de la chance positive complètement par hasard. Alors, il y a une part de hasard, c'est qu'un jour, j'ai croisé quelqu'un qui était d'accord de faire. Et puis, il y a aussi le fait de le mériter. C'est un peu comme le karma, quoi. C'est-à-dire, si je mérite vraiment que ça avance et si je crois que ça va avancer, je pense qu'en général, si on ne fabrique pas quelque chose d'artificiel, si on est sûr de notre marché, après, il peut se passer qu'on est trop en avance ou trop en retard. Nous, peut-être chez Taillot, on est quand même assez en avance, par rapport à une industrie immobilière qui gagne encore beaucoup d'argent à faire des processus traditionnels au papier. Mais on est relativement dans le timing du marché, je pense, puisque c'est une des dernières industries, de toutes les industries confondues, qui n'a encore pas fait ce pas-là, et qu'on avait aussi l'exemple de plein d'industries qui l'avaient fait, donc ça nous aide. Je pense qu'il faut mériter cette chance, et voilà, il y en a certains qui nous diraient aux US fake it until you make it. Et je pense que ça peut être juste, c'est-à-dire que si on se dit, OK, si moi je suis sûr que je vais pouvoir développer tel impact, je vais expliquer à mon investisseur qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore tel impact, mais que je suis vraiment sûr de pouvoir le faire. Et s'il sent que c'est légitime et qu'il prend un peu qui fait sa due diligence correctement et qui se dit, OK, oui, moi j'ai l'impression que c'est un pari que je pourrais faire. Je pense qu'en Suisse, on a une manière d'aborder ces conversations qui font que ça peut marcher. Après, effectivement, il faut trouver des contacts. Préalablement, moi, je n'avais aucun contact dans l'immobilier, vraiment aucun. Des contacts dans le software un petit peu. Et puis, on s'est rapproché de plein de conversations. On a eu la chance d'avoir très vite un client visible, qui était une gérance visible à Genève, puis une deuxième grosse gérance, et puis de pouvoir dire, voilà quel impact on a à quel endroit, et c'est basé là-dessus qu'on peut avoir une conversation avec un investisseur. Comme disent souvent tous les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu un triangle, c'est-à-dire le produit qu'on a, le timing qu'on a, et puis le besoin réel qu'on a sur le marché. On a eu la chance de pouvoir démontrer ces impacts, et je pense qu'une fois que c'est démontrable, aujourd'hui, on arrive à trouver des capitaux, que ce soit dans... il faut aussi peut-être que je rétropédale un petit peu. Nous, on a eu la chance d'être hébergés depuis le tout premier jour à La Forge, l'incubateur des PFL, qui fait que ça donne à un investisseur et même à un client une certaine aura, on peut le dire comme ça. Moi, j'adore les PFL, donc j'en fais partie. Mon cœur bat pour les PFL. Et puis, du coup, on se présente. Alors voilà, on a un projet qui a en ce moment cours à l'EPFL, qui a déjà été pas venu là n'importe comment, il y a un petit tri, mais c'est assez simple d'y aller, je pense. Une fois qu'on avait validé cette étape, on a fait donc notre MVP, qui a eu un bon impact, qui a pu nous emmener vers les investisseurs. Donc oui, c'est pas qu'on peut brûler des étapes. Quand je disais que c'était accessible,
c'est pas qu'on peut brûler les étapes. Nous, en 4 ans, on a fait 4 levées de fonds. C'est assez drôle. Et je crois qu'on n'a pas brûlé d'étapes. Et c'est long et c'est de longue haleine. Mais si on cultive la chance positive, j'ai l'impression qu'elle tombe. Bon, comme j'ai pas de contre-exemple, ou en tout cas pas le mien, je peux pas dire autrement. Mais c'est l'exemple en tout cas que j'ai et que je vois de startups qui ont marché, qui ont su tenir au moment où il fallait tenir et qui sont sur leurs produits. Certaines fois, le timing n'est pas bon, alors ça va pas marcher. Certaines fois, le timing va être meilleur, et puis là, ça peut marcher, et puis il faut persister. Les investisseurs, c'est les mêmes dans ces 4 rounds? Pas les mêmes. Donc au début, on a commencé, nous, entre associés. Ensuite, on a eu 2 business angels. Ensuite, on a eu... donc là, pour ces 2 premières phases, on va dire, on était entre nous, full family and friends, ou des gens qui arrivent à être convaincus qu'il y a quelque chose. Puis, on peut le faire, on espère, un peu plus facilement que ce qui va se passer après. Après, on voulait lever, à l'époque, entre 1 et 2 millions de francs. Et puis là, on ne peut pas aller voir n'importe qui. Bonjour, est-ce que tu as 1 million? Là, ça ne se passe pas comme ça. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a eu la chance d'avoir un investisseur institutionnel, donc c'est-à-dire, on va dire, une grosse entreprise, plutôt corporate venture capitalist que venture capitalist qui ferait que de l'argent pour de l'argent. De nouveau, c'est une caricature. Hein. Mais on avait une grosse entreprise qui voulait peut-être fonctionner avec nous et qui voyait un intérêt vraiment stratégique. Et qui, du coup, se disait, bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, Tayo? Et puis, on a la chance que ça n'a pas marché. C'est assez drôle de le dire comme ça. Mais ça nous a préparé à d'autres conversations stratégiques avec des acteurs insoupçonnés. C'est là aussi que je parle de chance positive. C'est qu'on était en conversation avec cet acteur institutionnel. Voilà, c'était pas mal et tout. Puis au dernier moment, il y a eu un changement de personne chez eux qui fait que on ne sait pas trop, attends, on va quand même réfléchir, etc. Et puis une startup, par définition, elle est pressée. Donc nous, on a toujours été pressés. Et du coup, on s'est tourné ailleurs. On était en train de se dire, qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis on a la chance de croiser une autre entreprise qui était Roman d'énergie et qui nous a dit, tiens Étienne, c'est intéressant là ce que je vois que tu fais, pitch. Et puis moi je leur ai dit, il y en a qui me reconnaîtront pour ça, je leur ai dit, mais vous n'êtes pas connu pour investir dans des startups, alors je ne sais pas si on devrait entre guillemets perdre notre temps à pitcher à quelqu'un qui n'est pas connu pour investir dans une startup. Et Roman d'énergie m'a dit de nouveau, attention, nous on est le Smart Lab de Roman d'énergie, on n'est pas n'importe quelle antenne de ce groupe, pitch. Alors j'ai pitché, et puis il s'est passé qu'on a été la première entreprise, la première start-up dans laquelle Roman Énergie a fait une prise de participation. De nouveau, là, je pense qu'il y a une part de chance, et il y a une part aussi de l'avoir mérité, parce qu'on avait un dossier qui était meilleur, notamment parce qu'on était passé par des étapes de conversation avec d'autres institutionnels qui nous ont stressé le dossier, quoi, on va dire ça comme ça. Donc ça s'est passé de cette manière-là pour notre conversation avec Roman Énergie, qui s'est déroulée après en 2 phases. Et puis plus dernièrement, on a encore fait un autre round qui est encore lui-même un petit peu différent, pour panacher un petit peu. Tu veux nous en dire plus sur ce dernier round ? Pour ce qui est du dernier, la question se pose entre actionnaires actuels de continuer. Hein. Par exemple, Roman d'énergie nous disait, voilà, moi je pourrais continuer suivant les conditions. Il s'est trouvé qu'à la fin, Roman d'énergie s'est maintenu dans le round. Et puis, au tout départ, on a prouvé un concept. Avec Roman d'énergie, on a passé de concept à une PME rentable, je dirais. C'est-à-dire qu'on était capable de s'arrêter et puis de se dire, OK, maintenant, on a une entreprise rentable qui va fonctionner avec entre 5 à 10 personnes et que ça va bien marcher. Mais on ne voulait pas s'arrêter à faire une PME rentable, ce qui peut être bien. Et donc, des fois, je me pose des questions sur le fait de, est-ce qu'on doit grandir pour grandir ? Et nous, c'est ce qu'on fait. Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine...
certaine beauté d'un projet qui arrive à être rentable et puis à une échelle un petit peu plus, entre guillemets, familiale, mais au moins c'est facile, les gens se connaissent bien, etc. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de très belles entreprises, notamment en Suisse, qui répondent à ces critères-là. Et c'est important qu'on le préserve. Nous, on voulait autre chose, et donc on se dit, OK, il faut presque par tous les moyens possibles qu'on trouve intelligents, et il faut qu'on arrive à accroître notre effet de réseau, c'est-à-dire que plus de gérance, dans le cas de Taillot particulier, plus de gérance égale plus de locataires, égale plus d'entreprises de services, de concierges, de propriétaires, et que à chaque catégorie qui se rajoute, plus on va avoir de plombiers qui sont convaincus que Taillot c'est bien, plus ils vont en parler à des gérances qui elles-mêmes vont le prendre, vont le donner à d'autres plombiers, etc. Il y a un effet vertueux qui s'appelle l'effet de réseau, qui est bien connu dans le monde de l'entreprise, des startups et dans le monde des plateformes, où nous on est clairement une plateforme. Et donc on se dit, OK, voilà, soyons une plateforme et donc ne contournons pas le sujet, quoi. On est une plateforme, on dépend d'un effet de réseau. Le plus on voit qu'on a des métriques de croissance qui sont bonnes et qu'on a raison, on pense qu'on a raison de faire des hypothèses de croissance en investissant pour essayer d'accélérer cette part de réseau qu'on augmente, le plus on va le faire. Et donc là, on passait à des conversations qui sont différentes et qui commencent à s'attarder très précisément sur la nature de l'actionnaire, c'est-à-dire quel va être le bon actionnaire pour déclencher cet effet de réseau. On ne pense pas forcément qu'on a trouvé la réponse. Alors, il se trouve que, de nouveau, on a de la chance chez Taillot, mais il pourrait y avoir, je pense, plein de réponses. En tout cas, c'est un stade où aussi, probablement, on va refuser des actionnaires qui ne correspondent pas à la vision et à une construction de l'effet de réseau. Romande Énergie, nous, on l'aurait refusé si on avait senti que les personnes ne jouaient pas, que la culture, ça allait pas, que ça allait être compliqué de se parler, etc. On posait la question, c'est paradoxal, on a refusé des investisseurs comme ça, mais on leur disait, mais quel effet de réseau vous pouvez déclencher ? C'est-à-dire qu'autant nous, on va draguer l'investisseur, autant l'investisseur va nous draguer. Et puis, c'est un jeu qui est comme dans un couple à deux parties, où on posait cette question à un investisseur. Qu'est-ce que vous avez déclenché comme effet de réseau ? On a fait nos choix là-dessus. Donc, ça veut dire qu'on a fait refuser plusieurs. Et puis, c'est trouvé de nouveau qu'on a eu énormément de chance, je pense, de croiser un moment Abacus sur notre route et de se dire, tiens, si on avait Abacus, qui est le plus gros éditeur de software en Suisse, et qui est très bien implanté en Suisse allemande, aussi ici en Suisse romande, mais très bien implanté en Suisse allemande, alors que nous, on a commencé à faire un peu notre nid ici en Suisse romande, on a des raisons de croire que ça pourrait nous accélérer aussi en Suisse allemande. Et puis, on a eu une proximité de vision avec Abacus qui fait qu'on s'est mis d'accord très rapidement. C'était assez incroyable. Tu dis assez rapidement. Tu dirais que les levées de fonds, elles ont pris quel pourcentage de ton temps ? Et puis, en termes de délai, c'est quoi ? C'est sur un mois ? Nous, chez Genilem, on dit que c'est souvent une année. Je pense que plus elles sont early stage, plus elles sont rapides, en général, à moins qu'on lève moins de fonds après. Je serais assez d'accord avec un an. Ça dépend exactement de ce qu'on va faire. Dans mon cas personnel, où on va dire c'est surtout moi qui m'occupais de cette partie levée de fonds chez Taillot, bien sûr avec le reste de la team, mais sur le côté organisation, process de levée de fonds, c'était surtout moi. Je pense que ça m'a occupé jusqu'à 50% dans les périodes de pic. Et pour la dernière, qui était la plus grosse, ça m'a occupé de janvier jusqu'à juillet de cette année 2021. Je ferai une estimation 30% de mon temps de tout ce temps-là, en étant la ressource principale. Donc ça fait quand même beaucoup de temps dans lequel qu'on ne passe pas à faire autre chose. On a triché un peu sur la durée, puisqu'on avait déjà des conversations qu'on pouvait avoir avec des acteurs dont on sait qu'ils seraient intéressés. On avait déjà un certain pédigré, on va dire. Et puis après, ça c'est une histoire assez drôle, mais on avait un investisseur qui voulait fonctionner avec nous. Et puis, quand on en a plusieurs qui viennent et qu'il y en a plusieurs qui veulent fonctionner, ça peut beaucoup accélérer la levée de fonds, puisqu'on dit, nous, on a besoin de lever que X. Et une fois qu'on a trouvé ces X comités, là, c'est bon. Et puis, on se rend compte que c'est en train de s'accélérer. Donc, de nouveau, là, on a de la chance
où on arrive à injecter de la vitesse dans ce processus. Ce n'est pas tout le temps le cas. Ça peut être aussi dangereux pour la start-up de le faire trop vite. Mais ouais, il y a quand même une grosse énergie à y consacrer. Et puis après, bien sûr, un gros accompagnement légal, avocat, notaire, advisory board, etc., qui doit aller de pair. Les pièges à éviter pour toi quand on fait une levée de fonds, c'est quoi ? Je pense que c'est surtout le challenge humain, surtout pour une entreprise qui est petite, dans laquelle un seul investisseur peut semer la pagaille. Par définition, si on parle de levée de fonds, ça veut dire qu'on a un investisseur qui s'empare d'un petit peu du contrôle de l'entreprise. Déjà, il faut être prêt soi-même à céder le contrôle. Alors je pense que nous, on n'a pas de problème avec ça, mais on rencontre des projets qui sont certaines fois un petit peu bloqués par rapport à ça et qui, j'ai l'impression, ce qui peut certaines fois peut-être freiner leur croissance. C'est mon appréciation. Et donc voilà, il faut déjà être prêt soi-même. Et puis après, il faut trouver, OK, comment est-ce que je choisis d'abord les gens ? Parce que l'argent, c'est bien, mais les gens, on ne va pas se fâcher avec l'argent, quoi. On ne va pas se fâcher avec un billet de 100 francs. Par contre, on va se fâcher facilement avec les gens, ou eux vont se fâcher avec nous. Et comment est-ce que je m'assure de cette communauté de vision ? Donc, je ne dirais pas qu'il y a 15 000 pièges, il y en a plein, parce que bien sûr, après, il faut apprendre à négocier, etc. Mais tout ça, il se met en place naturellement dans la conversation, si on est en train de trouver des gens dans lesquels on pense qu'on va pouvoir avoir confiance. C'est-à-dire qu'on fait, bien sûr qu'on négocie, mais on pense qu'on peut avoir confiance dans l'autre partie, y compris pour bien négocier, c'est-à-dire qu'il doit bien défendre son dossier, que l'entrepreneur lui aussi doit bien défendre son dossier, parce que si l'investisseur voit qu'il est complètement en carton, il va se dire « Ok, alors j'obtiendrai des super conditions », mais ça veut dire que n'importe qui peut obtenir n'importe quelle condition avec cette start-up, donc peut-être qu'elle est en carton. Donc, je pense que le risque, il est surtout humain. Est-ce qu'on va bien s'entendre ? Et comment est-ce qu'on mitigue ce risque ? Là, je n'ai pas vraiment une recette, quoi. C'est qu'on doit avoir un feeling qui passe, faire un pari, et puis garder de l'agilité par rapport à ce pari. Et voilà, faire confiance à une intelligence collective. La chose qu'on fait chez Tayo, que je pense beaucoup de startups font, c'est qu'en tout cas, ça ne va pas être une seule personne qui va prendre la décision. Dans ce cas-là, par exemple, ça ne va surtout pas être que moi, parce que moi, je suis un peu têtu, un peu extrémiste certaines fois. Et donc, on va avoir un exercice collégial de la levée de fonds. Avant tout, on va se rencontrer à plusieurs. Ça va permettre de dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que toi, t'en as pensé ?» de parler, de beaucoup échanger et d'avoir un filtre sur des personnes qui sont différentes, puisque quand on dit intelligence collective, c'est pas qu'on allait chercher 3 clones du CEO pour que les 3 autres aient complètement le même avis. « Ah ouais, c'est bien, on va faire ça. » Mais c'est que non, on doit créer du débat. C'est bon signe qu'il y a du débat. Et puis, voilà, est-ce que ça a marché ? Est-ce qu'on a bien réussi à se convaincre ensemble que tel investisseur serait le bon ? Et souvent, moi, j'avais trop d'enthousiastes parce que je suis très enthousiaste de nature. Et le fait d'en parler à un public plus large a permis de me ramener à d'autres priorités ou de faire un peu, de me faire évoluer par rapport à une décision peut-être trop hâtive que j'aurais prise, moi. Il y a un concept qui revient beaucoup quand on t'écoute, c'est cette notion d'intelligence collective. Comment est-ce que tu l'as construit, cette intelligence collective ? Et surtout, comment est-ce qu'on se met d'accord sur l'intelligence collective, sachant qu'on veut une intelligence collective qui fasse débat ? N'ayant pas voulu être seul et acceptant que si on veut être à plusieurs, ça ne sert à rien d'être des clones. Je suis allé chercher, ou mon associé est allé me chercher. On est allé se trouver en étant très différents l'un de l'autre. Pour ceux qui nous connaissent, il n'y a pas plus différent que ça. En arrivant à se faire confiance, et même en se nourrissant de nos différences, et en essayant d'accélérer la différence, quand elle est utile, ça ne sert à rien de faire un débat pour quelque chose pour lequel ça ne sert à rien de faire un débat. Mais on fait attention à préserver l'indépendance du débat et on va sélectionner nos candidats, par exemple dans un entretien de recrutement, ou nos investisseurs, ou encourager la mise en place chez nos clients de responsables de projet qui, à chaque fois, sont capables de se poser la grosse question, je pense, qu'il faut se poser, que toutes les startups disent tout le temps, c'est pourquoi, c'est-à-dire commencer avec pourquoi. Start with why, le fameux. Tant qu'on arrive à bien savoir pourquoi on fait quelque chose, alors il y a des chances qu'on se dise, du coup, ça vaut la peine.
Et si le pourquoi est assez diffus, typiquement parce qu'il n'y avait pas du tout d'intelligence collective, parce qu'il y a juste une personne qui a dit « Ah bah tiens, on va faire ça », et puis que les autres, ils n'ont même pas l'occasion de se demander pourquoi ni comment, etc., et qui doivent foncer dans le tas, et que voilà, ils ne savent pas exactement où on va, selon moi, ça crée des schémas moins positifs. Ça permet... on va se tromper. On est moins dans le fait d'apprendre toujours, ce qui est cher pour moi. Et du coup, nous, on essaye de dire et redire et redire. Est-ce qu'on est sûr du pourquoi? Et de trouver des candidats, par exemple, qui vont réussir à se poser la question du pourquoi et à nous demander à nous, mais pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? Et à adopter cette attitude-là. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et du coup, Tayo, pourquoi vous faites les choses? C'est quoi le why de Tayo? Le why de Tayo, c'est parce qu'on croit que ce devrait être beaucoup plus simple dans l'immobilier de se parler. Donc, on veut simplifier l'interaction dans l'immobilier. Ça, c'est vraiment le pourquoi de Tayo. C'est que ça devrait être simple pour un locataire de parler à son gérant et pour un gérant de parler à un locataire, un plombier, etc. Enfin, toutes les parties prenantes qu'on a décrites. Et qu'aujourd'hui, c'est compliqué et qu'on croit aussi qu'il y a des solutions qui peuvent être assez simples. Après, entre un concept et la réalisation, il y a toujours un énorme stretch. Mais on croit que ça devrait être beaucoup plus simple. Ça, c'est ce qui nous motive. Merci. Avec plaisir. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Étienne. On a compris en l'écoutant qu'entreprendre, c'est avoir de la chance. Et pas n'importe quelle chance, celle qu'on cultive et qu'on entretient. La fameuse sérendipité. Mais pas que. Encore faut-il mériter cette sérendipité. Et donc entreprendre, c'est d'abord tout mettre en place. Une intelligence collective qui challenge et qui stresse la vision et les différents business plans, business models que peuvent faire les entrepreneurs dans leur coin. C'est, je pense, un des enjeux majeurs de cette rencontre avec Étienne, ça a été de découvrir et de comprendre sa faculté à créer ce point d'équilibre fragile entre, d'une part, le fameux why que peut avoir une entreprise, sa vision claire de pourquoi elle fait les choses, et d'autre part, les turbulences et l'agilité nécessaires, cette faculté d'intégrer et de composer avec des points de vue totalement différents dans la notion de comment y aller. Et si l'entrepreneur a décidé d'y aller vite, alors l'investissement fait du sens. Pour convaincre des investisseurs, Étienne a réussi à convaincre 4 types d'investisseurs différents en seulement 4 ans, il faut démontrer qu'on a résolu l'équation du triangle, à savoir le produit qu'on a, 2, le timing qu'on a, et 3, le besoin réel du marché. Et donc, ce faisant, démontrer l'impact qu'on peut avoir. Et si vous voulez aller plus loin sur cette notion de cultiver sa chance, je vous laisse taper Facteur Chance et Philippe Gabilliet sur YouTube et découvrir cette vidéo que personnellement, j'adore.